je ne peux pas vous livrer ces premiers éléments de conclusion sans préciser que je ne suis pas un spécialiste du droit en transition. Trop pris par mes fonctions de distracteur de recherche, je n'ai même pas pu assister à toutes les séances du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques préparatoires à ce colloque. Mais bon, si Antoine Bayeux, qui a évidemment été de loin la principale et décisive cheville pensante et ouvrière de notre rencontre, tout à fait passionnante, s'il m'a néanmoins demandé d'en tirer des conclusions, c'est sans doute parce qu'il pense qu'un point de vue externe, un peu décalé sur nos 2 journées de travail, pourrait apporter une plus-value. Je vais donc essayer de vous offrir une sorte de miroir un peu interrogatif et aussi un peu engagé de nos conversations. Je crains quand même de décevoir Antoine et de vous décevoir parce que je suis un petit peu fatigué. Au fond, je n'ai pas encore connu le processus de transition personnelle et donc je suis à 4 heures de sommeil par jour depuis longtemps, depuis trop longtemps, donc ce sera un petit peu difficile. Mais enfin voilà, je vais vous soumettre 2 séries de réflexions, chacune comportant 5 points. Bon, avec de très grandes différences, certains étant plus développés que d'autres. Première série de réflexions, elle concerne à la fois le rôle des juristes dans les débats sur le droit en transition et les catégories juridiques pertinentes qu'ils peuvent mobiliser. La deuxième réflexion portera sur les acteurs autres que les juristes, ou en tout cas au-delà des juristes. Donc, première série de réflexions, et premier point, je voudrais d'abord redémarrer avec le texte d'Antoine. Antoine a demandé à chacun d'entre nous, ou à chacun d'entre vous, de réagir à son texte séminal, à paraître dans notre chère revue Droit et Société. Je voudrais donc commencer ce dialogue avec lui et avec vous, en réfléchissant à ce fameux droit moral, à l'idée transpositive ou l'horizon régulateur, comme l'on voudra, écrit-il avec un brin de légèreté, qu'il met en avant. Cette idée de droit transpositif, le concept provient de Georges Purdue, devrait nous livrer la clé ou le levier qui nous permettrait d'embrasser d'un seul regard normatif toutes les règles de droit et toutes les interprétations qui pourraient contribuer à contrecarrer l'empire de ce qu'il appelle donc le droit croissantien par la promotion d'un droit alternatif qu'il qualifie avec Ivan Illich de convivial. Il s'agit donc du droit moral, à ne pas confondre avec un droit subjectif, pour les êtres vivants, humains et non humains, de mener une vie digne d'être vécue, droit qu'il définit comme celui de mener une vie en adéquation avec ses potentialités, ses capacités, selon Martha Nussbaum, sous le double signe de l'autonomie et de la vulnérabilité. Je note qu'il s'agit donc d'un droit individuel, mais aussi d'un droit collectif, d'un droit, mais aussi d'une responsabilité dans cette analyse. Ce droit appelle en outre évidemment des traductions, des déclinaisons très différentes, selon que son titulaire est un homme, un animal, un végétal ou les générations à venir. L'essentiel pour Antoine est de protéger chaque fois l'autonomie de ses titulaires contre les atteintes indirectes qu'une poursuite irrépressible du mouvement de croissance et de marchandisation de la vie est susceptible d'engendrer, et ce, en tenant compte pleinement de la vulnérabilité de chacun. Et donc, vous tous, nous tous, les participants au colloque, vous pouviez alors vous sentir conviés, certains se sont sentis plus conviés que d'autres, à identifier dans le droit positif les règles qui servent ce droit moral, 2, à évaluer les rapports de force entre les règles du droit croissantien et les règles du droit convivial, en testant l'hypothèse qu'un différent, avec D, un différent radical au sens de Lyotard, oppose les unes aux autres. Et enfin 3, vous étiez invités à préconiser, en tout cas pour les juristes, une interprétation conforme à ce droit de mener une vie digne d'être vécue, une interprétation conforme à ce droit d'une multitude de règles éparses qui toutes mettent en jeu le différent avec des entre droit croissantien et droit convivial. Deuxième point de cette première série de réflexions, esquisse d'un petit bilan. Plusieurs participants au colloque ont répondu à cette invitation. J'en mentionne quelques-uns pour vous rafraîchir l'esprit si vous n'êtes pas trop fatigué.
Shelley Hiller-Marguerat a épinglé des règles exemplaires du droit de l'autonomie, du droit convivial, dans le domaine de la gestion des déchets en particulier. Certaines de ces règles sont fondées sur des prises de responsabilité volontaires de la part de propriétaires, notamment d'entreprises agricoles, dans un milieu montagneux particulièrement vulnérable à la pollution. C'est aussi une forme de responsabilisation des propriétaires que Marie-Sophie de Piepeleux a évoquée dans le domaine du droit du patrimoine culturel. Deuxième exemple de participants qui ont répondu à l'invitation, Élise Dermine et Daniel Dumont ont tenté de distinguer dans le droit social international et dans le droit social belge la part du droit croissantiel et la part du droit de l'autonomie, non sans quelques difficultés pour démêler le droit associé au marché et le droit associé au modèle productiviste, ou le droit proprement croissantiel, et parfois, non sans quelques difficultés, de démêler le droit convivial, le droit de l'autonomie, du droit du secteur non marchand. Il n'est pas sûr que c'est la même chose. C'est aussi l'intrication des deux modèles qui a été mise en exergue par Alain Stroel dans le domaine du droit d'auteur, du droit de l'Internet. Anaïs Michel, autre exemple, a épinglé les avancées juridiques de la lutte contre un phénomène tout à fait typique du droit croissantiel, celui des obsolescences programmées. Elle a souligné au passage que de nouvelles mesures ne sont pas toujours nécessaires pour assurer la transition écologique. Les outils sont là, dit-elle. Ce à quoi le président de séance a ajouté, dans ces outils, d'ores et déjà disponibles, n'oubliez pas les règles de la responsabilité civile. C'était Ludo Cornelis. Olivia Nederland a exploré pour nous un domaine pour le moins inattendu du droit croissantiel, le champ pénitentiaire, qui connaît des pratiques discrètes mais systématiques de violation flagrante du droit des détenus au respect de leur dignité. Pierre Bernard a fait la démonstration que le modèle croissantiel est genré, allant de pair avec des phénomènes de domination au détriment de la majorité des femmes. Elle en a appelé à une société alternative, entièrement conçue sur le modèle convivial, à la limite une société contre l'État. Mathias Elberoumi et John Pitzey, eux, ont montré les lacunes du droit constitutionnel belge. Celui-ci ne se préoccupe pas de justice intergénérationnelle dans une optique de droit convivial, même si l'on ne saurait oublier l'article 7 bis de notre Constitution, que John Pitzey n'a pas eu le temps de citer, mais que je vais quand même vous citer, parce que cet article n'est quand même pas tout à fait inintéressant. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales, en tenant compte de la solidarité entre les générations. Bon, John a montré la contre-utilisation de cet article dans cet arrêt de la Cour constitutionnelle belge sur le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, puisque cet article est finalement utilisé pour justifier le suivi de mesures d'austérité budgétaire pour le moins problématiques. Si l'on voulait démontrer l'insuffisance d'une norme constitutionnelle pour assurer la transition écologique, comme le relevait Julien Bétail, cet article de 7 bis est tout à fait optimal. Sans avoir utilisé la distinction droit croissantiel, droit convivial, je note, mais grâce à une conversation, puisque ce matin j'étais malheureusement retenu par un conseil d'administration où je devais absolument être présent, mais enfin, donc je crois que Émilie Gaillard a relu les classiques du droit des droits de l'homme à la lumière de l'horizon transgénérationnel comme modèle d'une société post-croissance. Voilà tous des acquis. Une lacune tout de même que je ne peux pas m'empêcher de regretter, je l'ai dit à Antoine, bien sûr l'exhaustivité est impossible, mais enfin tout de même un bilan critique des normes qui régissent la responsabilité sociale des entreprises aurait bien trouvé sa place, je pense, pendant ces 2 journées. Ces normes gagneraient tout particulièrement à être confrontées à la tension entre le modèle croissantiel et le modèle convivial. Troisième point. En ce qui concerne l'idée transpositive du droit de mener une vie digne d'être vécue, je vous soumets 3 réserves. Donc, miroir engagé ou interrogatif. Première réserve, même si ce droit moral est aussi présenté comme une responsabilité, je me demande si la mise en avant de la facette droit est heureuse. J'ai envie de dire, n'abusons pas de la catégorie des droits, elle est déjà sursollicitée. Ayons la franchise de souligner la facette des obligations. Et je trouve ici un allié en la personne de Jérémy Van Merbeek.
je le suis volontiers quand il reproche au concept de droit de mener une vie digne d'être vécue, d'être trop centré sur le paradigme individuel de l'autonomie. Alors que l'on trouve en effet dans le bon vieux concept aristotélicien de dignité, qui rend justice aux potentialités de l'être qui en est pourvu, un paradigme relationnel qui offre une assise solide à la notion de responsabilité. Le droit ne vise pas seulement à protéger l'autonomie, mais aussi à garantir une certaine hétéronomie au sens étymologique de la loi qui vient de l'autre, le tiers qui a vocation à arbitrer les intérêts en présence en fonction de leurs relations. Comme l'a très bien dit Jérémie, le lien social peut constituer une fin en soi et pas uniquement un moyen au service d'une fin individuelle, aussi légitime qu'elle soit. Le paradigme relationnel offre donc, nous semble-t-il, un fondement plus approprié à la notion de responsabilité qui est au cœur de la transition écologique. Et à cet égard, je suis aussi un petit peu étonné qu'on n'ait pas parlé, mais comme j'ai raté la matinée, vous allez peut-être me dire que je n'ai pas bénéficié de quelques commentaires à propos de ce projet. Je crois qu'il est quand même tout à fait intéressant de ne pas oublier ce projet de déclaration universelle des droits de l'humanité. Rédigé à l'initiative du président de la République française, François Hollande, par une équipe de juristes spécialisés sous la conduite de Corinne Lepage, ce texte, me semble-t-il, a le mérite d'être tout entier suspendu à un parfait équilibre entre 4 principes, 6 droits de l'humanité et 6 devoirs à l'égard de l'humanité, celle-ci étant comprise comme incluant les générations passées, présentes et futures, dont la Terre, avec un grand T, est le foyer. Ces devoirs sont assignés tantôt aux générations présentes, tantôt aux États et aux autres sujets et acteurs publics et privés. Je note au passage que dans son dernier livre, Une nouvelle Terre, Dominique Bourg salue pour les mêmes motifs ce projet de déclaration. Émilie Gaillard et Claire Vial, qui étaient là, font partie des commentateurs ou des commentatrices attitrées de cette déclaration, dont je vous recommande la lecture. Deuxième réserve, toujours à propos du droit de mener une vie digne d'être vécue, Antoine nous a assuré qu'il n'est pas un ennemi total de la croissance. Il veut seulement lutter contre le dogme de la croissance, contre l'enfermement dans ce dogme, contre la cage bien décrite par Olivier de Scuter dans ses écrits. Antoine ne nie d'ailleurs pas que la croissance est indispensable dans bien des États hors de l'Occident. Bon, mais il reste, je l'ai dit hier, que je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre, même après les explications d'Antoine, le fameux différent, avec un D radical, au sens de Lyotard, entre les règles du droit croissantiel et celles du droit convivial, un différent qui exclurait donc tout raisonnement fondé sur des balances de droits et d'intérêts, sur des calculs de proportionnalité. Je reste quand même un peu en difficulté, en tout cas j'en appelle très modestement à une clarification chez chacun de ceux qui prendront la plume pour le beau livre qui va certainement résulter de nos travaux, pour éviter quand même quelques glissements. Un modèle croissantiel, ce n'est pas la même chose que le modèle du marché ou le secteur marchand. Par contre, je crois que le modèle croissantiel, c'est bien le productivisme. Le modèle convivial, le droit de l'autonomie, parfois, me semble-t-il, a été confondu avec une sorte de modèle alternatif, la société contre l'État, Pierre Clastre relu. C'est quand même un peu la ligne de Diane Bernard avec les écoféministes. C'est tout à fait la ligne, si j'ai bien compris, de Sixtine Van Outreeve quand elle évoque le municipalisme libertaire. Les campus de la transition, tels que présentés par Gilles Lhuillier, peut-être qu'ils relèvent quand même aussi de cette même veine. Cher M. Lhuillier, quand vous disiez hier, qu'est-ce que c'est que ces hommes politiques qui s'affrontent au lieu de co-construire? Comment voulez-vous demander à des mandataires politiques de ne pas s'affronter? Ça, je pense que là, on rêve. Donc voilà, je pense qu'il faudrait clarifier. Il y a des dérives, il y a des glissements, il faut préciser. Maintenant, une petite parenthèse pour nous détendre au milieu de ces conclusions indigestes. J'aimerais garder encore quelques auditeurs avant la fin. Et Antoine m'a dit qu'il doit aller vite, on n'a qu'un quart d'heure, il y a des TGV, bon, donc je vais vite. Mais quand même, un petit mot. La Belgique, c'est le paradis de la convivialité. Vous savez pourquoi? Nous sommes en pleine crise gouvernementale. Le gouvernement a
présenté sa démission, le roi a suspendu sa réponse. Et tout le monde se dit, il y a urgence. La FEB calcule déjà le déficit de croissance en nombre de jours de gouvernement en affaires courantes. Mais le roi a tout arrêté pour participer à un concert de Noël. Si ce n'est pas la convivialité en Belgique, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, le moment de détente est passé, continuons, accrochez-vous. Ma troisième réserve, je l'exprime dans la forme d'une double question. Est-ce qu'il ne faut pas intégrer l'exigence de l'égalité dans l'expression d'Antoine, le droit de mener une vie digne d'être vécue, le droit égal de mener une vie digne d'être vécue? Je me réfère là en particulier à la très bonne analyse de Julie Ringelheim. Et alors, est-ce que le concept juridique de solidarité ne serait pas plus adéquat que celui du droit de mener une vie digne d'être vécue? Ou disons, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une obligation de solidarité? Parlons en termes d'obligation sans pudeur. Pourquoi toujours avoir peur de parler en termes d'obligation? Obligation fondamentale. Une obligation fondamentale de solidarité en vue de la réalisation d'un droit égal des êtres vivants de mener une vie digne d'être vécue. Et je rêverais alors d'inscrire cette obligation de solidarité dans un pacte mondial adopté par l'Assemblée générale des Nations unies et ratifié ensuite par le plus grand nombre possible d'États. Ce concept de solidarité me semble omniprésent dans nos préoccupations. Solidarité des humains situés là où ils habitent, éventuellement dans des petites communautés, propice à des expérimentations comme celle dont on vient de parler. Solidarité avec les autres populations, avec les générations futures, avec les êtres vivants non humains. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'humanité est explicite à cet égard. Je lis le premier article de cette déclaration: le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle exige de la famille humaine et notamment des États d'œuvrer de manière commune et différenciée à la sauvegarde et à la préservation de l'humanité et de la Terre. Voilà, je trouve ça quand même pas si mal rédigé. Voilà la facette de l'obligation clairement soulignée en premier lieu. Et l'article 6, dans la même déclaration, développe plus loin la facette du droit. L'humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable. Alors, comme tous les théoriciens du droit le savent, et Alexandre Viala vient de le rappeler, le concept de solidarité était au cœur de la science du droit, construite au début du XXe siècle par Léon Duguy, à la suite de l'œuvre de Durkheim. Je le signale en écho aussi à notre première préoccupation de la journée de hier, dont j'introduis ici quelques considérations d'ordre épistémologique. Duguy et Oriot, eux, n'avaient aucune crainte de livrer une science du droit résolument engagée autour de certaines valeurs. Bien sûr, nous sommes bien plus exigeants qu'eux en termes de rigueur épistémologique. Nous sommes méfiants à l'égard du sophisme épistocratique critiqué à juste titre par Alexandre Viala. Bien sûr, nous ne pouvons pas adhérer à une forme de science normative du droit. Julien Bétail et Stéphane Bernatchez ont bien montré que sans confondre jugement de fait et jugement de valeur, nous ne devons pas hésiter à mettre notre science du droit au service d'un travail d'analyse des règles de droit qui relèvent tantôt du modèle croissantiel, tantôt du modèle convivial, étant entendu que les juristes qui décrivent ces règles ne pourront jamais faire abstraction des valeurs qu'elles véhiculent. Donc oui, les juristes doivent s'impliquer dans les débats sur la post-croissance via ce travail d'analyse et de réflexion sur les valeurs véhiculées. Par ailleurs, Julien Bétail, en spécialiste averti des questions d'effectivité et d'efficacité des normes juridiques, a consacré une très bonne thèse à ces questions. Cette thèse n'est pas encore publiée, mais je lui suggère de trouver un éditeur. Julien Bétail a bien montré qu'il ne faut évidemment pas se contenter de quelques normes, aussi bien ciselées soient-elles, que ce soit dans un instrument international ou dans une constitution, ou même dans les normes irrévisables d'une constitution qu'on a évoquées tout à l'heure. Julien Bétail et Stéphane Bernatchez ont utilement rappelé que c'est en appréhendant le droit comme un système en interrelation avec les systèmes qui le bordent que l'on peut le mieux
analyser et mesurer l'apport du droit à la transition écologique. Donc il faut des normes suprêmes, il faut des instruments internationaux, il faut des normes constitutionnelles, mais il faut évidemment penser l'articulation de ces normes suprêmes dans un système juridique qui gagne à être analysé à la lumière du paradigme des systèmes, avec les nuances que je vous suggère de découvrir dans le bon vieux livre de François Host et Lucien Montecarco. Je referme cette parenthèse épistémologique et je reviens à mon concept de solidarité, parce qu'il n'y a rien à faire, j'y tiens. Ce qui me frappe à propos de ce concept, c'est qu'il a été, à juste titre, très sévèrement critiqué par la théorie marxiste du droit. Dans son introduction critique au droit, Michel Millaille repoussait ainsi vigoureusement la mise en avant de l'idée de solidarité, parce qu'elle occulte la réalité des conflits sociaux. Pour le même motif, Michel Millaille raille Georges Burdeau, qui écrivait ceci, et il faut le réécouter maintenant. Bien sûr, écrivait Georges Burdeau, les conflits d'intérêts ne sont pas évacués, pas plus d'ailleurs que les rivalités de classe, mais, par-delà ces antagonismes, une solidarité s'établit, qui tient à une conception commune de la finalité sociale. Plus ou moins consciemment, nous avons le sentiment d'être embarqués sur le même bateau. Assurément, il y a les voyageurs de l'entrepont et ceux du Rouf. Mais puisque l'on est d'accord sur le but du voyage, il n'est pas interdit d'étendre à tous le confort de quelques-uns. Programme de la social-démocratie. Au surplus, si le bateau coule, tout le monde sera noyé. La critique de Millaille fuse aussitôt. Peut-être qu'entre les voyageurs de l'entrepont et ceux du Rouf, il y a en réalité moins d'accord que ne le pense Georges Burdeau sur le but du voyage. Ce que masque, cite toujours Michel Millaille, ce que masque ce vieux solidarisme dont Duby, au début du siècle, avait défendu l'idée, c'est précisément que les différences entre les voyageurs de ce bateau sont fondamentales. Ce sont des différences de classe, et comme telles, elles ne sont pas nées du hasard. Elles s'expliquent objectivement par la place qu'occupent les individus dans le processus de production économique, ce processus étant lui-même à la base du mode de production dominant. Ce dialogue entre le social-libéral Georges Burdeau et le marxiste Michel Millaille est inspirant pour nous. D'abord parce que les enjeux de sauvegarde de la planète nous permettent, me semble-t-il, de dire, sans risque de verser dans une idéologie trompeuse, que nous sommes, pour le coup, cette fois-ci, effectivement, nous, tous les humains présents et à venir, embarqués sur le même bateau. De sorte que le devoir de solidarité s'enracine dans une base scientifique. Mais en même temps, n'oublions pas la leçon du marxisme, au moins à l'échelle des rapports entre les États occidentaux et leurs ex-colonies. Allez parler de décroissance au Congo, vous serez bien reçus. Je note à cet égard que dans la contribution d'Emmanuel Babisagada, qui souligne l'acuité des tensions entre les droits de l'homme et la croissance, le raisonnement se conclut par l'exploration des voies de la conciliation, entre les pays, entre les droits de l'homme et la croissance. Je crois que dans les pays du Sud, il n'y a pas d'autre option. Donc, ce concept de solidarité doit être manié sans nier les inégalités de développement qui sont abyssales. Enfin, toujours ce concept de solidarité, je voudrais le mettre en rapport avec deux contributions, celle de Jérémy Van Merbeek, mais je l'ai déjà évoquée, mais aussi celle assez décoiffante, disait le président de séance François Host, Olivier Van der Noot. Je veux dire ceci. Cette contribution, pour le moins audacieuse et pour tout dire pas acceptable scientifiquement, est néanmoins intéressante. C'est-à-dire que si on l'œcuménise, elle a le mérite de nous emmener dans une direction que Dominique Bourg évoque dans son dernier livre, Une nouvelle terre. C'est la dimension spirituelle de la solidarité. Dominique Bourg écrit en effet ceci, à quoi j'adhère aussi très volontiers: le dépassement des deux dualismes modernes, homme-nature, matière-esprit, ne peut pas ne pas infléchir les modalités émergentes ou réémergentes de spiritualité. Il sera en effet difficile d'imaginer une spiritualité qui ne ménage à la nature et à ses éléments quelques fonctions de médiation. Et vous ajoutez, M. Bourg, je ne crois nullement en l'avènement possible d'un syncrétisme ou d'une nouvelle religion dominante. Merci Olivier d'en prendre note. Le pluralisme spirituel me paraît plutôt devoir constituer une donnée irréductible. Tout se passe aujourd'hui comme si le présent récapitulait
et mettait en circulation toutes les spiritualités de la Terre. Mais parmi ces spiritualités, vous notez quelque chose qui fera plaisir à Olivier van der Noot, et peut-être aussi, je crois, à Annette Ruel. J'ai raté son exposé, mais elle m'en a fait une brève synthèse. La tradition chrétienne, compte tenu du rôle qu'elle a joué tant dans le cours principal de la saga environnementale que dans ses pas de côté, vous semble devoir continuer à peser et à receler quelques clés pour l'enfantement et les enfantements spirituels à l'œuvre. Je vous suis là aussi tout à fait. Si j'avais le temps, je vous raconterais que j'ai ouvert le vocabulaire européen de philosophie dirigé par Barbara Cassin pour chercher l'entrée solidarité. Et je suis tombé sur le terme russe sobornost, mais je le commenterai dans mon texte écrit. Quatrième point de ma première série de réflexions, et évidemment ces considérations sur les concepts de droit, d'obligation, d'égalité, de responsabilité, d'autonomie, de dignité, de vulnérabilité, ne nous permettent pas de faire l'économie de toute une série d'autres catégories juridiques. Et nous en avons rencontré plusieurs sur notre route. Rapidement, je les pointe. La vieille notion de développement durable, dont Edwin Zakai a rappelé qu'elle comprend un aspect social qui ne s'identifie pas à la croissance, et qu'elle inclut l'équité par rapport aux générations futures. François Host a évoqué, lui, le développement soutenable. Les communs, bien sûr, dont je ne vais pas rappeler la définition. Il y en avait une très belle sur le slide d'Alain Stroel, et encore tout à l'heure. La personnalité juridique, reconnue à la nature, que François Host admet non sans nuance, et parfois réclamée par les animaux, ce que refuse Claire Vial, mais malheureusement je n'ai pas pu l'entendre. Je note que François Host, qui évoque la personnalité juridique concernant des terres, des milieux naturels, des fleuves, comme le Gange, des forêts, des arbres, des ruisseaux, il l'admet, mais il dit bien, pour autant que cela fonctionne comme fiction utile, pour imputer une capacité d'action, reconnaître des droits et des devoirs, et attribuer un patrimoine à une entité dont nous jugeons collectivement qu'il est souhaitable de l'instituer ainsi. Et tu l'admets, Jean-François, au nom du pluralisme juridique qui peut reconnaître des régimes juridiques holistes et animistes, et au nom des dernières découvertes de l'éthologie contemporaine, comme en pensent les forêts. Mais tu ajoutes, cela n'empêchera pas des conflits avec d'autres droits revendiqués par d'autres titulaires. L'essentiel, nous dis-tu, c'est de faire se rejoindre l'approche animiste en termes de personnalité et l'approche rationnelle, gestionnaire en termes de commun, par des pratiques politiques fondées sur des usages concertés, qui s'appuient sur des traditions de relations partagées et discutées, et l'actuelle écologie scientifique intégrée. Enfin, dans les derniers concepts juridiques que nous avons rencontrés, je ne peux pas ne pas citer les actions populaires, ou en tout cas l'élargissement du droit d'accéder aux juges, et bien sûr ces procès tout à fait emblématiques dont on a régulièrement parlé, les droits procéduraux de s'informer, de participer, que l'on retrouve déjà dans la vieille convention d'Aarhus, à côté de celui d'Ester en justice, et bien sûr l'obligation de standstill. Cinquième et dernier point de ma première série de réflexions, je note enfin que l'on n'a pas toujours besoin de nouveaux concepts, de nouvelles catégories juridiques. Ce que montre très bien la contribution d'Isabelle Haché, c'est qu'il est parfois bien plus nécessaire de repenser le sens que l'on donne à des concepts connus. Isabelle Haché en fait la démonstration à propos de celui d'autonomie, appliqué aux personnes vulnérables par excellence, les personnes handicapées. Isabelle en appelle à ne pas enfermer le paradigme de l'autonomie dans une traduction normative unique, en l'occurrence celle qu'il associe à une logique de performance sur fond d'un paradigme croissantiel. J'en arrive, et je vous rassure, à ma deuxième et dernière série de réflexions, elle aussi structurée en 5 points beaucoup plus rapides. Premier point, il me semble qu'un bon consensus se dégageait en tout cas de nos travaux hier, comme je n'ai pas assisté à ceux du matin, je n'oserais pas aller plus loin, à propos du rôle de l'Union européenne et de l'État. Ce rôle demeure incontournable, sous réserve du point de vue de Sixtine Van Doutrive, pour qui tout, si j'ai bien compris, se passe au niveau local, avec des mandats impératifs irrévocables et une fédération de communautés locales. Je ne sais pas comment arriver au niveau de l'État et encore moins au niveau de l'Union européenne, mais vous allez m'en parler tout à l'heure autour d'un verre, j'espère. Donc, Edwin Zakai a été le premier à montrer hier le rôle incontournable de l'État.
Il faut ajouter évidemment l'Union européenne. Bien sûr, le rôle des citoyens, des consommateurs et de ces communautés dont on vient de parler il y a un instant est tout à fait considérable. Je ne veux absolument pas le déconsidérer ou le sous-estimer. Ils peuvent par exemple diminuer leur taux d'émission, ils peuvent apporter des pratiques citoyennes inspirantes, c'est certain. Mais quand il s'agit à un moment donné d'agir sur les prix, quand il s'agit à un moment donné d'imposer aux fabricants de véhicules automobiles certaines normes, on ne peut pas se passer d'une autorité détentrice d'un pouvoir vertical. L'Union européenne n'est pas toujours nulle et moche à cet égard. Ce matin, on vient d'annoncer quand même une décision tout à fait intéressante en ce qui concerne les plastiques. Il reste à ces autorités publiques, il reste à ces États, il reste à l'Union européenne de conquérir une plus grande légitimité pour faire accepter ces normes. Et évidemment, c'est ici que l'on doit évoquer le piège de l'épistocratie dénoncé par Alexandre Viala. C'est sûr que si les États et l'Union européenne imposent des normes sans arriver à faire comprendre le pourquoi et la légitimité de ces normes, on va dans le mur. Donc j'entends tout à fait la critique d'Alexandre Viala, c'est bien une impasse à laquelle se heurte ce que vous appelez un pouvoir post-politique, dès lors qu'il affiche sous la bannière de la raison la prétention de prendre les bonnes décisions et assigne implicitement à toute politique alternative le statut pragmatique d'erreur scientifique. Donc, je pense qu'il faut à tout prix inventer une façon de travailler à la fois top-down et bottom-up. Donc, bien sûr, des procédures participatives et évaluatives en amont et en aval des décisions, des procédures qui peuvent s'inspirer des théories de la gouvernance réflexive, chères à notre collègue Bernard Chaise et à Jacques Lenoble et Marc Mascalque. Deuxième point, dans cette dernière série de réflexions concernant les acteurs, puis en ce qui concerne l'acteur judiciaire, on l'a évoqué de temps en temps, je crois qu'on a eu un bon échange hier, on a dit clairement que l'acteur judiciaire, évidemment, sa légitimité est limitée, dans la mesure où il respecte la séparation des pouvoirs, et que pour l'essentiel, il se contente de forcer les autorités politiques à être cohérentes avec elles-mêmes par rapport aux engagements qu'elles prennent, ils sont légitimes. C'est ce que relevaient Xavier Tunis et Delphine Bison dans leur dialogue avec Dominique Bourg. Troisième point, le niveau local. Je viens de l'évoquer, chère Sixtine Vanoutrive, je n'ai pas pu cacher mon scepticisme, mais j'ai peur d'être un vieux, donc voilà. Mais voilà, ce communalisme, ce point de vue municipaliste libertaire, fondé sur la démocratie directe, le mandat impératif, le mandat révocable, l'appel à la désobéissance institutionnelle, cette fédération d'autogouvernement, bon, voilà, j'avoue, ça ne me paraît pas une piste fort sérieuse ou fort prometteuse. En revanche, évidemment, les expérimentations citoyennes dont on a parlé tout récemment me paraissent tout à fait essentielles, tout à fait fondamentales. Et là, on voit bien, évidemment, que cela peut se faire au niveau local et qu'il faut alors trouver des échevins, des édiles communaux capables de les entendre, de les relayer, de les encourager, de ménager des espaces, des temps, un urbanisme favorable à ce type de choses. Mais ce n'est pas la même chose que la totale utopie du municipalisme libertaire. Quatrième point, la doctrine juridique est évidemment un acteur. Je l'ai évoqué en parlant du rôle du droit et des juristes dans ma première série de réflexions. Enfin, il faut le rappeler, je crois vraiment que la doctrine juridique a une responsabilité sociétale majeure. Elle ne doit pas déraper dans l'épistocratie, elle doit éviter de confondre jugement de fait et jugement de valeur, mais je crois qu'elle peut raisonner, comme Dominique Bourg le disait, si vous voulez alors. Et soyez cohérents si possible. Enfin, toute dernière, mon cinquième point, qui sera aussi ma conclusion,
On n'a pas parlé, je pense, des propositions de personnalités comme David Van Reybrouck et d'autres à propos des panels citoyens. J'avais envie de dire à Sistine Van Autrive, décidément, je vous malmène, pardonnez-moi, mais donc, la question est la suivante. Par quel miracle des municipalités autogérées seraient respectueuses de la transition écologique? Il y a une espèce de présupposé. Mais je peux comprendre en partie ce que vous dites. Et je retrouve votre intuition dans la proposition toute simple de composer le Parlement de deux chambres, une chambre composée d'élus, une deuxième chambre composée pour moitié d'élus et pour moitié de citoyens tirés au sort. Moi j'aime bien cette idée parce que je suis convaincu qu'effectivement ces citoyens qui ne sont pas obsédés par la réélection, dont on a parlé dans la contribution de John Pitzeis et Mathias El-Beroumi, ces citoyens élus, tirés au sort, non élus, n'ont évidemment aucune crainte pour leur sort, en tout cas politique. Ils peuvent forcer les élus à débattre de ce type de sujet, à débattre de cette transition écologique et de cette solidarité intergénérationnelle. Et l'avantage, évidemment, c'est que l'espace délibératif devient alors beaucoup plus vivant, beaucoup plus articulé, parce que ces citoyens, pour autant qu'on les informe, qu'on leur donne évidemment les instruments de leur intervention pertinente, ces citoyens peuvent forcer les élus, les professionnels de la politique, dont on a besoin par ailleurs, hein, et qui sont respectables, et qui sont nécessairement en conflit, pas mal. Mais ces citoyens-là, ces élus, devront répondre, ne pourront pas se contenter de voter avec le gouvernement quand ils sont dans la majorité et voter contre quand ils sont dans l'opposition. Et même logique quand François Host évoque tout à l'heure une expérience que je ne connaissais pas en communauté germanophone, où l'Assemblée citoyenne permanente a été instituée, mais en relation dialectique avec le Parlement de la communauté germanophone. Mettons de la dialectique plutôt que le point de vue municipaliste milliardaire. Je suis désolé, c'est la fatigue, ça, vous n'en voulez pas, c'est uniquement la fatigue. Et c'est la transition personnelle. Le jour où je saurai faire la transition personnelle, j'aurai 8 heures de sommeil et ça ira mieux. Et enfin, dernière question, et je termine par là. Il y a aussi évidemment une question tout à fait fondamentale, mais qui a été évoquée très très vite, que j'ai reprise au vol. C'est la question de la légitimité démocratique de tous ces instruments internationaux. Et Dieu sait si le pacte pour les migrations, dont on parle beaucoup en Belgique, est au cœur de ce problème. Faites bien attention quand le cher ami Bart de Wever, enfin c'est pas mon cher ami, on est bien d'accord, enfin, quand M. Bart de Wever dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'a pas tout à fait tort, hein. Donc il y a une réflexion fondamentale à mener sur le thème souveraineté et droit international des droits de l'homme. Souveraineté démocratique et droit international des droits de l'homme. Un droit international qui s'appuie sur des traités merveilleux, la Convention européenne des droits de l'homme, les pactes des Nations Unies. Il n'y a rien à faire, il y a quand même quelques bonnes questions qui doivent être posées à l'endroit de la production et de l'interprétation de ces traités sous l'angle de l'exigence démocratique. Et là, je vous renvoie en toute modestie à un article publié dans la revue belge droit constitutionnel par Isabelle Haché et moi-même. Je vous remercie pour votre patience. Et vraiment bravo d'avoir fait, tu es loin de nous avoir déçus, au contraire, on a tous eu pour notre argent, certains plus que d'autres, mais... donc vraiment, mille merci. Et mille merci à tous d'avoir tenu le défi. C'était quand même un colloque particulier dans le sens où il a fédéré des disciplines, voilà, des sensibilités très différentes. J'ai l'impression qu'au total, on a quand même réussi à se mettre d'accord, même si peut-être parfois il y avait des glissements conceptuels. Mais je pense qu'en réalité, comme disait Olivier tout à l'heure, parfois quand on est un peu en avance sur son temps, on a du mal à théoriser ce qu'on est déjà en train de faire. C'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé aussi aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, moi personnellement, je suis ravi. Je vous remercie tous. Il me reste à vous dire juste un mot du livre. Donc, pour ceux qui auraient raté l'information, il y aura bien un livre effectivement qui paraîtra ici aux presses Université Saint-Louis, qui, post-croissance oblige, sera aussi en accès libre sur Internet immédiatement. Et donc tous les détails, je vous les enverrai par email après les vacances de Noël, on va prendre un peu de repos quand même. Mais donc l'idée c'est qu'ils sortent à la fin de l'année, au début de l'année 2020, mais ce qui implique évidemment
prévu de réception de fin, je l'avoue, parce qu'on savait bien que les uns et les autres devraient partir rapidement, surtout les personnes qui doivent rentrer un peu loin de chez elles. Ça va aussi d'ailleurs. Mais évidemment, soyez bien libres. Je vois qu'il reste des choses quand même au cours de ce midi. Il y a encore du vin, il y a encore des choses à manger, n'hésitez pas. Et voilà, merci à tous, joyeuses fêtes déjà. Merci à Antoine. Merci.